Bonjour. Lorsque les négociations de Genève ont été interrompues, la Russie et les États-Unis ont annoncé convoquer le groupe de Vienne, mais non pas à Vienne, à Munich, parce que une fois que la réunion serait terminée, les participants pourraient rejoindre la conférence annuelle sur la sécurité qui se tient à Munich à l'initiative de la Fondation Bertelsmann et qui est en fait une grande manifestation annuelle de l'OTAN. Donc, ce qui allait être décidé par le groupe de Vienne serait rendu public dans cette conférence multilatérale. Alors, que s'est-il passé? D'abord, à la conférence de Vienne, les États-Unis et la Russie ont imposé une cessation des hostilités à l'ensemble des participants. Je dis imposer, mais en fait, ça n'était pas trop difficile dans la mesure où l'ensemble des groupes armés qui luttent contre la République arabe syrienne sont en pleine déroute et que cette fois-ci, l'idée d'une cessation des hostilités leur était plutôt favorable. Toujours est-il que les États-Unis et la Russie ont décidé et imposé l'idée de créer deux groupes de travail qui se substituent de facto à la mission des Nations Unies pour la Syrie, puisque ces deux groupes de travail auront pour fonction, l'un de mettre au point une circulation de l'aide humanitaire et l'autre de mettre au point la cessation des hostilités préalable au cessez-le-feu, puisque, je vous rappelle la différence, d'abord on arrête de se tirer dessus et après on formalise cette situation avec des conséquences juridiques, c'est ça le cessez-le-feu. Donc, l'originalité du dispositif, c'est que chacun de ces deux groupes est coprésidé par la Russie et les États-Unis. Et donc, M. Feltman sort du jeu. Les Nations Unies ne sont plus là que pour effectuer le secrétariat de ces groupes et non plus pour prendre la moindre initiative. Donc ça, c'est très important puisque, vous le savez, depuis 3 ans, ce sont les Nations Unies qui coordonnent l'ensemble de la guerre sur le territoire syrien via Jeffrey Feltman, puis avec les seconds de Jeffrey Feltman qui ont été successivement Lakhdar Brahimi et aujourd'hui Staffan de Mistura. Donc M. de Mistura se contentera de prendre des notes lors de ces réunions et n'aura plus de pouvoir. Lors de la conférence sur la sécurité qui a suivi, à Munich toujours, la conférence était organisée avec l'idée préalable qu'on allait continuer la guerre en Syrie. On avait même distribué un journal à tous les participants en leur expliquant, voilà, la méchante République arabe syrienne, les bons djihadistes, etc. Enfin, les djihadistes modérés, on dit. Et cependant, dans ce journal, il y avait deux choses assez étonnantes. Il y avait une page contre la Turquie, où les responsables de l'OTAN parlaient de la politique paranoïaque de M. Erdogan. Et il y avait une deuxième page à côté intitulée « Les Kurdes contre les Kurdes ». Donc ça, c'est aussi très nouveau puisque dans l'Alliance Atlantique, on parle jusqu'à présent des Kurdes comme une unité générale, qu'ils soient les partisans de Barzani ou d'Öcalan, même si ça n'a vraiment aucun rapport. Et là, tout d'un coup, on distinguait les Kurdes entre eux et on voyait qu'il y avait plusieurs camps. Lors de la conférence sur la sécurité, on a donné la parole à plusieurs personnalités, dont d'ailleurs Riyad Hijab, l'ancien Premier ministre syrien, qui bien entendu a plaidé pour le compte de l'Arabie saoudite. Mais au-delà des figures imposées comme celle de John McCain appelant à lutter contre la Russie, il y avait plusieurs choses à retenir. D'abord, les États-Unis et la Russie sont apparus comme ayant un accord non seulement sur la Syrie, mais probablement aussi sur l'Ukraine. Ensuite, il est clair que les États-Unis et la Russie ont également un accord concernant l'avenir des Kurdes en général, mais que tout débat sur la question kurde a été discrètement évité, alors que ça avait été inscrit à l'ordre du jour, mais c'était discrètement évité. Donc, les décisions
de la Russie et des États-Unis pour les Kurdes, ce sont des choses que l'on verra certainement une fois la guerre terminée ici. Puisqu'il s'agit bien de terminer la guerre, le premier groupe sur l'aide humanitaire a commencé son travail. Déjà, l'aide humanitaire circule pratiquement dans tout le pays. Donc ça, c'était à la fois une concession de l'opposition et du gouvernement. Vous savez qu'en fait, le gouvernement avait d'abord proposé de libéraliser tout, puis devant le refus de l'opposition, le gouvernement avait alors bloqué certaines situations avec l'idée de s'en servir pour ce marchandage, et ça a fonctionné. Après, pour ce qui est de la cessation des hostilités, il est clair que ça ne s'applique pas à la lutte contre les organisations listées terroristes par les Nations Unies, c'est-à-dire Al-Qaïda, le Front Al-Nosra et Daesh, mais aussi, et ça c'est très important, si l'on en croit les déclarations de Sergueï Lavrov au sortir de cette réunion et en présence de John Kerry, cela s'adresse aussi à tous ceux qui ont tenu le discours des djihadistes, et il a donné l'exemple de Zaran Alouche, en soulignant que celui-ci avait appelé à massacrer une partie des Syriens exclusivement en fonction de leur religion. Donc, en fait, ça ne va pas changer grand-chose sur le terrain, cette cessation des hostilités, puisque les Russes vont pouvoir continuer à bombarder les djihadistes, que l'armée syrienne va pouvoir continuer à gagner du terrain, mais peut-être, effectivement, quelques groupes pourront bénéficier de cette cessation des hostilités et enfin remettre les armes. En tout cas, ce qui a été décidé là devrait permettre la stabilisation de la majeure partie du pays, à l'exception d'une petite zone au nord du pays, la stabilisation dans les semaines, voire les mois à venir. Mais il paraît difficile, malgré les déclarations furieuses de l'Arabie Saoudite et de la Turquie, de relancer à nouveau la guerre, alors qu'il y a cette coordination évidente entre les États-Unis et la Russie, coordination que l'on voit aujourd'hui se développer à la fois en Irak et en Jordanie avec des acteurs du conflit syrien.